Bonjour à tous et bienvenue pour cette table ronde où nous allons parler de la décarbonation des mobilités, de ce qu'il faut faire pour y parvenir et surtout de ce qu'il faudra payer. Donc, je suis Sophie Fay, je suis journaliste au Monde où je m'occupe de ce sujet des mobilités. Et je suis ravie d'animer cette table ronde aujourd'hui puisqu'on est au cœur de l'actualité. Vous avez peut-être vu qu'hier, le gouvernement a présenté son troisième volet de la stratégie nationale bas carbone, donc pour essayer, entre autres, de tracer une direction et de mettre d'accord tous les acteurs sur la manière de décarboner notre économie d'ici 2030, pour la période 2025-2030. Et cette présentation était accompagnée d'une stratégie de développement des mobilités propres. Et je voulais vous signaler que tout ça donne lieu à un document qui est ouvert à la consultation sur le site make.org et sur lequel vous pouvez faire des propositions. Et donc, si cette table ronde vous inspire, vous avez 40 jours pour faire des propositions sur ce site et vous pouvez les rôder en posant des questions à nos interlocuteurs pendant cette heure et demie qu'on va passer ensemble. Vos questions, il y a un numéro pour les poser et je les récupérerai sur la tablette au fur et à mesure. Donc on va avoir un débat assez animé sur le sujet. Pour nous planter le décor et nous parler un peu de tous les chiffres, nous rappeler les ordres de grandeur, je passerai en première partie la parole à Jean Coldefy. Jean est président du Conseil scientifique de France Mobilité, qui est une communauté ouverte justement, qui permet de faire remonter des idées sur le site du ministère des Transports. Je ne dis pas tous ces autres titres car ils sont très longs. En tout cas, c'est un des meilleurs experts des mobilités en France. Et il a une inquiétude, c'est qu'en 20 ans, on a investi 125 milliards d'euros dans les transports publics et qu'on n'a pas réussi à faire baisser les émissions de carbone des transports. Donc, évidemment, il se demande s'il ne faudrait pas procéder un peu autrement. Et pour lui répondre, on aura le témoignage de deux acteurs centraux dans ce dispositif des mobilités. Jean-Pierre Tserus, qui est vice-président de la région Sud en charge des mobilités et qui est aussi maire de la Roque-d'Enterron, et Jean-François Monteil, qui est PDG de la Société des Grands Projets, qui s'appelait auparavant Société des Grands Paris, qui est responsable du Grand Paris Express et qui, depuis que Emmanuel Macron a lancé cette idée des RER métropolitains ou des services express régionaux, comme on les appelle aujourd'hui, intervient dans plusieurs métropoles pour regarder comment on peut organiser les transports, justement pour accélérer le report modal. Alors tout de suite, je vais passer la parole à Jean. Jean, pour que vous nous montriez tous les enjeux chiffrés du débat. Alors, d'abord, la question, c'est la géographie en fait des émissions. Donc, vous avez ici sur ce schéma la répartition des émissions de la France. Donc, 30% pour les transports, pour faire simple, et ces 30%, c'est 16% pour la voiture, qui eux-mêmes se décomposent géographiquement en 5% pour la longue distance. Vous voyez 3% à l'intérieur du périurbain. Ce qu'on appelle le périurbain, en fait, c'est l'ensemble des communes dont au moins 40% des actifs travaillent dans le pôle urbain, donc sur ce qu'on appelle une aire urbaine, sur Lyon, par exemple, Bourgoin-Jallieu, et puis plein de petites communes aux alentours de Lyon, pour illustrer. Et puis, vous voyez que sur les liens entre le pôle urbain, le périurbain et la banlieue, c'est 3% des émissions de la France. Et, 5%, et puis 2% sur les liens entre aires urbaines. Donc quand je regarde finalement les liens entre les pôles urbains et leurs périphéries et les liens entre villes, c'est à peu près la moitié des émissions de la mobilité. Et pourquoi les 125 milliards ont été peu efficaces, investis en 20 ans? Parce qu'on en a mis 60 dans le centre-ville. Et vous remarquez que sur le graphique, la ville-centre, c'est 0,2% des émissions. Je ne vois pas bien d'ici. Et donc, c'est extrêmement, extrêmement faible. En fait, ça a marché, mais c'était pour 15% de la population qui déjà faisait très peu de kilomètres. Et donc, si vous voulez, pour comprendre cette affaire-là, on a une périurbanisation, c'est-à-dire que les gens se sont installés non pas dans le cœur des villes, mais en couronne des villes, et notre système de transport public n'a absolument pas accompagné cette mutation, c'est-à-dire que plus de 90% de la population française travaille dans les villes, mais 50% seulement y habitent. Et donc on a des flux énormes, et on a un vrai problème d'offre de transport qui manque, et dans les années passées, on n'a pas suffisamment investi sur ces liens-là.
Voilà. Alors, la solution, eh ben, au sein du périurbain, on est sur des territoires très peu denses, donc la voiture électrique, c'est excellent pour décarboner. On n'a pas une densité suffisante pour faire du transport public. Je vais passer tout de suite sur les deux derniers, ce qui nous intéresse, donc les liens agglomération périurbain et les liens entre villes. Donc là, on est clairement sur de l'intermodalité, c'est-à-dire la conjugaison de différents modes de transport. Je prends ma voiture, je la gare et je prends un car ou un train qui m'amène dans un centre-ville, et ensuite je termine en transport public urbain ou avec un Vélove sur Lyon pour illustrer. La question c'est est-ce que ça va marcher, à quel coût et quels impacts sur les émissions de CO2. Il est clair que si on arrivait à décarboner, à réussir ça, on ferait baisser de manière significative les émissions de CO2 liées à la voiture. Alors la méthode pour y arriver, il faut avoir en tête trois choses. Quelle est la demande ? Et quelle offre je dois mettre en place pour répondre à cette demande. Ça paraît basique, hein, en économie, en général, on fait de l'offre qui répond à une demande. Ben, dans les transports publics, et je peux vous dire que ça fait un moment que j'y travaille, en fait, on a très peu de données qui permettent de connaître les déplacements en voiture, et donc on a une vraie difficulté pour être à même de juger si l'offre va être en adéquation avec la demande, et puis quand, où. Tout ça sont des choses qui sont méconnues. Alors maintenant, on a d'autres données numériques qui permettent d'avancer sur le sujet. Ça va être une partie de mon propos. Et puis l'efficience économique, à quel coût je transporte les gens, l'euro par passager kilomètre. Alors là, on a les TER aujourd'hui, en moyenne en France, coûtent 50% plus cher que l'usage de la voiture à la société. Ça, ce ne sont que des coûts monétaires. On est aux journées de l'économie, donc je ne parle que des coûts monétaires. Donc c'est-à-dire que l'économie d'échelle qu'on attendrait d'un transport public n'est pas au rendez-vous. Pourquoi ? Parce qu'on a des TER sans doute trop chers, et puis on a aussi le coût du monopole qui fait payer à la société son monopole. L'efficience environnementale, combien de tonnes de CO2 j'évite et à quel coût ? Et là aussi, on a un tiers des lignes TER aujourd'hui qui sont au diesel, un tiers, donc c'est pas rien. Et ces TER-là émettent plus que l'équivalent voiture, ce qui est quand même... Voilà, ça fait tomber quelques tabous, si vous voulez. C'est pas parce que c'est du train que c'est forcément écologique. Ça dépend du nombre de personnes qu'il y a dans le train et le nombre de voitures que ça évite. Alors, je vais vous... Oui, donc cette carte-là, elle vous montre sur la base des données mobiles, sur les 53 plus grandes aires urbaines de France, la plus petite étant Saint-Brieuc. C'est le rapport entre la demande et l'offre. C'est-à-dire, on a tout simplement compté, au sein de la société Transdev, on a compté le nombre de personnes qui habitaient dans le périurbain et qui se rendaient dans le pôle urbain. Et on a comparé avec l'offre, le nombre de sièges disponibles dans les TER. Et donc, le rapport est multiplicatif, hein, vous voyez, donc avec des variations très importante suivant les villes. Donc le sud-ouest, vous voyez que c'est un rouge un peu foncé. Donc là, on a 10 personnes pour une place dans les TER. Et sinon, on est à 2 ou 3. Ça, c'est en moyenne sur une journée. En heure de pointe, vous pouvez aller jusqu'à 30. Ça va de 5 à 30, en fait, si vous voulez. Donc on a un problème d'offre. C'est-à-dire que sur Lyon, j'ai 220 000 navetteurs, j'ai 37 000 places pour aller sur Lyon en journée. Et donc, vous voyez bien qu'on a un rapport de 1 à 7, et je ne vous parle pas en heure de pointe, il est bien plus élevé. Et donc, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait 200 000 voitures qui rentrent chaque jour sur l'agglomération, puisque tout simplement, il n'y a pas d'autre solution. On a fait aussi donc, une analyse des flux sur un jour de novembre 2023. Donc, vous avez ici cette cartographie. Donc, c'est un travail qu'on a réalisé avec le géographe Jacques Lévy. Et vous voyez qu'on a relié Paris extrêmement bien avec le TGV. Vous voyez qu'autour... Vous voyez la prédominance des villes, donc les taches un peu rougeâtres autour des villes. Donc ça, on voit bien les flux qui sont là, mais ils se font essentiellement en voiture. Et puis, vous voyez, il y a plein de petites villes aujourd'hui qui, finalement, échangent peu avec leur territoire adjacent ou avec les autres villes. Et vous avez cette carte des taux d'occupation des TER en 2019. Ça a monté depuis, mais c'est toujours pas topissime, on va dire. Hein. Le TER de proximité, donc hors ligne... qui font de la longue distance en TER, c'est moins de 30% d'occupation. Et donc, le coût moyen d'un usager TER en France, c'est 10 000 €. Donc, quand je dis ça, c'est une moyenne, mais en fait, il faut se rendre compte que les écarts à la moyenne sont énormes. Il y a des usagers où ça coûte bien moins cher, et des usagers, ça coûte bien plus cher. C'est ce que je vais vous montrer maintenant. Donc, sur l'efficience économique,
Voilà, quelques ratios. Donc, la voiture, ça vous coûte 35 centimes d'euros le kilomètre. Un car, ça vous coûte 3,50 €. Et un train, en France, ça vous coûte 35 €. Le train non mis en concurrence. Le train après mise en concurrence, et mon voisin pourra en parler bien mieux que moi, vous descendez à 22, parce que vous retrouvez des standards internationaux. Donc vous voyez qu'on a une échelle de diffs à chaque fois. Et donc quand je calcule le nombre de personnes en comptant un taux d'occupation en semaine de la voiture, voilà, vous avez le nombre de passagers en dessous duquel il ne faut pas descendre, sinon votre transport public devient plus cher que la voiture. Alors vous voyez que le TER, aujourd'hui, on est à 140 personnes. Le problème, c'est que le taux d'occupation moyen des TER en France est de 90 personnes. Donc en moyenne, les TER sont 50% plus chers que la voiture. À cause de ça, un faible taux de remplissage et des coûts unitaires qui sont très élevés. Donc si je passe d'un TER par heure, c'est-à-dire 340 personnes, qui coûte 35 € à 4 cars par heure, c'est-à-dire 240 à 360 personnes, donc un peu moins, ça coûte 14 €, donc 2,5 fois moins cher, et vous avez une fréquence qui est 4 fois supérieure. Donc, quand on dit remplacer du train par du car, en fait, c'est toujours vécu comme une espèce... On a un langage d'ancien régime là-dessus, hein, comme si le train était noble et le car serait pour les gueux, si vous voulez. Eh ben non, en fait, quand vous interrogez les Français, ils sont quand même beaucoup plus pragmatiques, c'est-à-dire qu'ils ont quitté l'ancien régime. Hein. Les 3/4 des Français, aujourd'hui, quand vous les interrogez, ils préfèrent 4 cars par heure à un train par heure, même si le train est plus confortable. Pourquoi ? Parce que la fréquence, c'est ce qui est privilégié. Vous prenez un transport public si vous pouvez le rater. C'est-à-dire que si vous ratez votre TER parce que 1 sur 5 arrive en retard ou est supprimé, si vous arrivez 1 fois sur 5 au travail en retard, donc 1 fois dans la semaine, et au retour 1 fois sur 5 en retard pour récupérer les enfants, c'est juste pas possible. Et donc vous prenez votre voiture. Par contre, si c'est tous les quarts d'heure, c'est beaucoup plus facilement gérable. C'est tout simple. Alors j'ai pris les données 25 lignes sur une région et j'ai comparé. Donc vous voyez ici en bleu le coût au passager kilomètre des TER d'une région sur 25 lignes. Et vous voyez qu'on a un certain nombre de lignes qui sont plus chères que le taxi, plus chères que le taxi. Hein, on est à 3 € du kilomètre, on est au-dessus de 1,60 € le kilomètre, et puis vous êtes aux alentours de 1 €, 1,10 €. On est pratiquement dans ce qu'on appelle dans la mobilité des produits de luxe. Alors que ça ne devrait pas être ça devrait être des produits populaires. Mais on a des coûts sociétaux qui sont extrêmement élevés. Alors, on me reproche toujours en disant, mais oui, mais si vous intégrez les coûts externes, donc les coûts externes, c'est-à-dire la pollution, les accidents, les émissions de CO2, en fait, ce travail a été fait par le ministère des Transports, le Conseil général du développement durable. Ça ne change rien, vous rajoutez 0,015 € par passager kilomètre, ça ne change absolument rien à l'équation. Donc on a un vrai problème d'efficience économique sur le système TER aujourd'hui. Si je passe en car, donc là pour le coup je multiplie les fréquences par 4 en heure de pointe et par 2 en heure creuse, et donc là c'est les points orange, vous voyez que ça baisse massivement, je suis pratiquement toujours moins cher et bien moins cher que la voiture, donc économiquement ça a une vraie justification, et je le répète, socialement, les gens, si vous leur proposez de la fréquence, ils préfèrent. Voilà. D'ailleurs, en ville, on ne déploie pas du métro partout. On l'a bien vu récemment sur Lyon. On est passé du métro au tramway et on déploie maintenant des bus à haut niveau de service parce qu'on a des volumes de personnes à transporter qui sont moindres sur certaines liaisons et qu'on ne met pas du métro parce que ça serait beaucoup trop cher. Alors, l'efficience environnementale, donc là, je vous mets les mêmes seuils d'efficience, c'est-à-dire qu'un car en dessous de 7 personnes, eh ben, ça émet plus que la voiture. Les cars électriques, vous êtes à 2 et le TER diesel, vous êtes à 38 et le TER électrique à 5. Donc, d'un point de vue strictement environnemental, tous les TER en dessous de 38 personnes, on ne devrait pas les faire rouler au diesel. Mais évidemment, on ne le fait pas, parce qu'il n'y a pas que le carbone dans la vie. Et donc, on calcule aussi ce qu'on appelle les coûts d'évitement du carbone. Donc, c'est quoi le coût d'évitement du carbone ? C'est vous regardez la différence économique entre la nouvelle solution que vous mettez en place, par exemple un transport public, contre une voiture, sur les tonnes de CO2 que vous évitez. Alors, dit comme ça, on peut arriver à des euros par tonne de CO2, et je me suis dit, c'est quand même compliqué à expliquer aux gens ce que c'est qu'une tonne de CO2. Bon, personne ne sait ce que c'est. Alors, je vous ai mis une petite comparaison. Une voiture dans le périurbain, c'est 3,5 tonnes de CO2 par an, parce qu'elle fait 18 000 km par an dans le périurbain, contre 8 000 en centre-ville. Donc, c'est 3,5 tonnes. Et donc,
regardez le nombre de voitures que le système TER de cette région évitait et à quel coût. Donc là, donc vous voyez, je vous ai mis vous avez en bleu et en orange, donc en bleu le train et en orange le car. Donc vous avez déjà en bas des choses qui sont à gauche et qui sont à 0, là, des points bleus. C'est qu'on a un certain nombre de lignes qui, en fait, 8 lignes sur 25, un tiers, qui émettent plus que la voiture. Donc déjà, d'un point de vue environnemental, c'est une aberration. Et puis ensuite, vous avez, regardez, des coûts. Donc vous avez les coûts de la voiture évitée. Vous en avez une ligne à 100 000 euros, l'autre, je ne vois pas d'ici, mais qui doit être à 60 000. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, sur cette ligne-là, vous payez une Tesla neuve haut de gamme à chaque voyageur, une fois, et vous faites de sacrées économies. Et sinon, vous êtes à 30 000 euros, le coût de la voiture évitée. Les Français, en moyenne, quand ils achètent une voiture aujourd'hui, ils l'achètent d'occasion, ils mettent moins de 10 000 euros pour les 2 tiers d'entre eux. Donc vous voyez qu'on est sur des choses complètement déraisonnables sur le sujet. Et donc, je vais terminer là. Mon propos, c'est que, pour dire les choses un peu crûment, on en a sous la pédale pour faire des économies. Et il faudrait revenir à un objectif d'une politique de mobilité, c'est de déplacer des gens, c'est pas de faire rouler ou des trains ou des cars, c'est de déplacer des gens, permettre à des aires urbaines de mieux fonctionner, déplacer des gens pour assurer l'accessibilité à la ville dans des coûts et dans des délais raisonnables et en évitant au maximum le CO2. Je terminerai par cette phrase de Keynes que j'aime bien. Les politiques doivent faire des arbitrages entre l'efficacité, la liberté et l'équité. Il ajoutait, les capitalistes ont échoué puisqu'ils ont privilégié la liberté et l'efficacité sur l'équité, et les communistes aussi, parce qu'ils ont fait exactement l'inverse. Si on veut réussir la décarbonation, il faudra bien que l'on conjugue les trois. Merci. Merci Jean. J'ai une petite question quand même sur votre présentation de la fréquentation des TER. Est-ce que c'est la bonne mesure de prendre le taux moyen? Parce qu'on se doute qu'il y a des moments dans la journée où ils sont beaucoup plus utilisés, où ils sont même indispensables quand ils permettent, justement, comme vous le disiez, soit d'aller travailler, soit d'aller au lycée ou à la fac. Et puis, est-ce que c'est pas normal aussi que les lignes ne soient pas homogènes? C'est-à-dire que il y a un certain temps où on prend plus souvent le train parce qu'on est très proche, donc on a sa zone d'activité tout près, et en bout de ligne, on y va un peu moins souvent. Alors, regardez cette carte, je suis peut-être passé un petit peu vite là-dessus. La carte de droite, en fait, vous avez le taux d'occupation en accès aux grandes villes, vous voyez qu'il est à 40-50% en moyenne sur la journée. Ça veut dire qu'il y a des heures, il est à 100%, voire 130 ou 140%, pour ceux qui prennent les TER en accès, par exemple, à Lyon, en heure pleine. Et puis, en heure creuse, il est parfois bien moins occupé. Mais regardez tout ce qui est en bleu. Vous êtes à 10% de fréquentation. 10%, c'est-à-dire 34 personnes. En fait, il y a un paquet de lignes aujourd'hui. Je le répète, pourquoi? Parce que c'est comme si vous voulez, on n'a pas pris en compte dans notre système TER la périurbanisation et la concentration des dynamiques économiques autour des grandes villes, et qu'on avait laissé des lignes TER avec des villes qui, en fait, se sont dépeuplées, n'échangent très peu avec leurs voisines, et donc qui ne justifient plus du train. Tout simplement, c'est comme si vous étiez tout seul dans votre voiture et vous preniez un bus pour aller au travail. En fait, c'est un peu ça qu'on met, c'est qu'on fait rouler des objets de 100 à 200 tonnes avec 10 personnes dedans, ce qui est au diesel. Donc, ce qui est quand même un vrai souci. Donc, si on a des trains bondés, c'est parce qu'aussi on a des trains vides. Parce que tout ça participe avec le même budget. Et les budgets publics ne sont pas extensibles à l'infini. On le voit bien en ce moment. On a trop mis le couvercle sur le sujet. Maintenant, ça ressort et on est dans une situation quasi de crise de finances publiques et budgétaires qui va durer. Et donc, est-ce qu'on ne pourrait pas aussi rééquilibrer les moyens pour les mettre là où sont les besoins, tout simplement? D'accord, écoutez, merci beaucoup. Le bon mode, au bon endroit, au bon moment. Jean-Pierre Serrus, on a entendu que vous faisiez des choses déraisonnables puisque vous financez des TER qui ne sont pas toujours pleins. Donc, ça va être intéressant d'avoir votre point de vue de politique et l'explication de votre action politique territoriale pour répondre à ces enjeux. Et donc, peut-être que vous pouvez commencer par nous présenter comment sont bâties les politiques de mobilité en région sud, et avec peut-être aussi un focus sur cette aire urbaine, la grosse aire urbaine de Marseille, où il y a beaucoup de changements. Bien volontiers. Bonjour à toutes et tous.
L'intérêt des tables rondes, c'est que des points de vue, finalement, se confrontent. Je ne vais pas être totalement d'accord, je vais même être en désaccord avec pas mal de sujets, mais c'est de ces échanges que naissent évidemment les solutions. Pour répondre à votre question, d'abord un mot. Moi ici, je suis élu. Chaque élu a sa propre expérience. Donc, je vais vous apporter un témoignage de responsable. J'ai la responsabilité des transports régionaux dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Je suis également maire d'une commune de 5600 habitants dans le nord des Bouches-du-Rhône, à 10 km de la commune à côté, donc plutôt dans une métropole, mais plutôt dans un milieu rural. Donc ce que je vais dire, évidemment, doit être sous cet éclairage. Enfin, je suis ingénieur et je suis énergéticien, et donc le débat peut s'instaurer. Le rôle du politique, et en particulier en région sud, c'est d'abord de représenter la population. La région sud, c'est 5 millions d'habitants, 6 départements, 946 communes, 52 intercommunalités. Donc on voit la diversité. D'ailleurs, quand je vois cette salle, derrière les statistiques, il faut quand même avoir en tête que la mobilité s'adresse à nous tous en particulier. Pas 2 d'entre nous, aujourd'hui, ont eu la même expérience. Donc derrière les chiffres, derrière les nuages de points, le rôle du politique, c'est toujours d'être à l'écoute, mais pas simplement des chiffres moyens, finalement aussi du plus compliqué et pas forcément de la moyenne. C'est très important parce que, en ce qui concerne la mobilité, l'organisation de notre République, la France, elle est assez complexe. Il y a un niveau national, avec une autorité qui est l'État, qui s'occupe des liaisons des grandes liaisons entre les territoires. Pour aller de Paris à Lyon et pour aller de Paris à Marseille, c'est l'État qui organise. Ensuite, on a un échelon régional. Nous nous occupons des liaisons qui vont être à l'échelle de la région, entre Briançon et Marseille, entre Nice et Avignon. Ça, c'est le rôle de la région. Puis après, il y a un troisième niveau qui est le niveau local, où on va s'intéresser à l'intérieur de l'intercommunalité lyonnaise, à l'intérieur de la métropole Aix-Marseille-Provence, des déplacements à l'intérieur de ces territoires. J'insiste là-dessus parce que lorsque vous croisez la diversité, il y a à peu près 70 millions d'expériences, et lorsque vous croisez les responsabilités, évidemment, il faut prendre les chiffres moyens avec beaucoup de prudence. En tout cas, moi, je les prends avec beaucoup d'humilité. Comment ça se passe en région ? Donc, je vous donne évidemment l'exemple de la région que je connais bien. Nous avons commencé, notre exécutif est en place depuis 2015. On a commencé en 2016 à se poser la question, quelle est la boussole essentielle de nos politiques publiques ? Il se fait, c'est un choix politique qu'avec le président Muselier nous assumons, on a dit, notre boussole principale, c'est le plan climat. Donc il y a un sujet sur lequel on sera sûrement tous d'accord, c'est qu'il y a d'abord des perspectives qui sont assez dramatiques en matière de changement climatique et qu'il y a une urgence à agir. On l'a tellement appréhendé, on se l'est tellement approprié qu'aujourd'hui, nous en sommes à mettre notre plan climat, vous connaissez peut-être notre volonté de garder une cope d'avance, au titre de boussole principale de nos politiques. On en est arrivé depuis 2022 à mettre en place ce qu'on appelle un budget vert. Chaque ligne de dépense, que ce soit pour de l'investissement ou que ce soit pour du fonctionnement, est évaluée en fonction de son impact sur notre plan climat. Notre plan climat qui est évidemment cohérent avec le Fit for 55, la réduction de 55% des émissions de gaz à effet de serre, pour prendre cet exemple, en 2030, et la neutralité carbone. On dit même à partir de 2040, à tel point les régions méditerranéennes sont des hotspots en termes de changement climatique. Les épisodes de la vallée de l'Or-Royal, les épisodes méditerranéens, encore récemment du côté de Draguignan. Donc je veux d'abord dire que pour une région, on ne fait que du pragmatique. D'abord, est-ce que l'enjeu de changement climatique est notre boussole ? La réponse est oui. À partir de ça, on définit finalement la preuve concrète. En politique, c'est comme un amour, il n'y a que les preuves qui existent. Nous, notre premier budget, c'est celui des transports. D'ailleurs, il y a une règle qui est simple,
les transports, que ce soit le fret, que ce soit les voyageurs, c'est en gros 30% des émissions de gaz à effet de serre. Nous avons un budget qui est des transports qui est supérieur à 30% du budget régional, pour vraiment coller avec cette volonté. À partir de ça, il faut que vous compreniez que l'action d'une collectivité ou d'une structure, que ce soit l'État, que ce soit les régions, soit les intercommunalités, ces actions, elles sont à l'intérieur d'un cadre. Nous, la région, nous pouvons agir à 2 niveaux. Premier niveau, d'abord sur notre compétence d'autorité régionale des transports. Tous les trains régionaux dont vous avez parlé, tous les autocars, les lignes régionales qui relient finalement des intercommunalités entre elles et qui sortent du territoire, du ressort d'une intercommunalité propre. En gros, nous avons tous les ans 35 millions de voyages qui s'opèrent sur nos trains et environ 20 millions de voyages qui s'opèrent sur nos autocars. Je vais de Briançon à Marseille, je dois prendre un autocar régional ou un train régional. Attention, il y a une obligation de service public. Excusez-moi de le dire à ce moment-là. Moi, je veux bien qu'on dise il n'y a pas assez de monde dans mon Briançon-Marseille. Mais il faut assumer, en tout cas, moi, je ne l'assume pas, de dire aux Briançonnais, à partir de maintenant, c'est plus que la bagnole parce qu'on ne vous met plus... Alors, évidemment, on peut mettre des autocars, sauf qu'on a une ligne aujourd'hui. Et que cette ligne, elle a un certain nombre de vertus. Donc, beaucoup de pragmatisme, mais j'insiste bien, premier mode d'action, puisqu'on est sur le sujet de la décarbonation, des émissions, c'est finalement, qu'est-ce qu'on fait de nos lignes régionales, que ce soit celles de train, que ce soit celles d'autocar. On a fait le choix, nous, d'augmenter l'offre pour offrir une colonne vertébrale la plus solide possible à l'intermodalité. Aujourd'hui, vous êtes un certain nombre, je n'ai pas de statistiques, donc, mais en général, on a fait un peu de vélo, on a fait un peu de marche à pied, on a fait un peu de métro, on a fait un peu d'autocar, on a fait un peu de train, on a fait un peu de voiture, on a fait etc. etc. Bon. Donc, nous, on a décidé que nos lignes étaient la colonne vertébrale du système d'intermodalité à l'échelle de la région. Ensuite, on a un deuxième rôle, c'est que nous sommes le chef de file de cette intermodalité, non seulement sur nos propres services, mais également sur le service de nos partenaires intercommunalités. Il y a 52 intercommunalités. Vous allez voir, les choses se compliquent assez rapidement. Il y en a en particulier 15, plutôt petites, plutôt dans les montagnes, plutôt dans la ruralité, qui ont dit « nous, on ne se sent pas capable d'organiser à l'intérieur de notre territoire de l'intermodalité, de la mobilité ». Elles nous ont cédé, elles ont cédé à la région ce statut d'autorité. Donc nous organisons aussi, pour une quinzaine d'intercommunalités, les services qui sont les services plus locaux. Donc là, je me tourne aussi vers mon collègue et je lui dis, faisons attention, moi dans les territoires alpins, entre Briançon et Gap, entre Gap et Sisteron, j'ai parfois qu'un train qui circule. Donc aujourd'hui, cette liaison entre les territoires, c'est aussi à l'intérieur de ces petits territoires, aujourd'hui, le principal système de mobilité que nous avons. Donc j'en ai à la fois besoin pour des liaisons du quotidien, du pendulaire entre mon lieu de travail et le lieu d'habitation, puis j'en ai aussi pour les liaisons interrégionales. C'est pour ça que arbitrer sur un seul critère, c'est évidemment assez compliqué à faire. Au titre de cette responsabilité de l'intermodalité, on a également donc les relations avec les 37 autres qui nous disent « nous, on est patron de la mobilité sur mon territoire, la métropole Aix-Marseille-Provence, celle de la Côte d'Azur, celle d'Avignon, celle de Gap, celle de Digne, etc. » Et ils nous disent « aidez-nous à ce que notre système soit cohérent avec le vôtre ». Donc on a un puissant moyen d'action au travers de l'aide à l'investissement sur les infrastructures et au travers de la coordination des services. Et encore une fois, nous ne mettons, en tout cas c'est le choix qu'a fait notre région, jamais deux modes de déplacement en concurrence. Au titre de la liberté et puis surtout au titre de l'efficacité globale, vous savez, la mobilité, c'est à la fois la qualité de vie,
développement des activités et la protection de l'environnement. Donc on est vraiment sur un secteur qui est extrêmement sensible, mais on attache beaucoup d'importance à la qualité de vie. Donc on essaye aussi de laisser à chacun une partie du choix, et ce n'est pas une mince affaire, en particulier dans ses relations avec les intercommunalités. Donc pour être concis, je voudrais dire que ce qui est important, encore une fois, ce sont les preuves et les moyens d'action. Une région comme la nôtre, 5 millions d'habitants, c'est un budget d'environ 3 milliards d'euros. C'est plus d'1 milliard d'euros qui est consacré à la mobilité. Sur ce milliard d'euros, c'est 2 tiers pour le fonctionnement, 1 tiers pour les investissements. Chaque année, la région, parce que je veux dire un mot sur le ferroviaire, chaque année, la région a fait le choix d'aider très fortement l'amélioration des infrastructures ferroviaires. Nous avons besoin, entre, par exemple, Toulon et Nice, une ligne qui date de 1860 et qui est la première ligne circulée en France en nombre de voyageurs, en nombre de trains, etc., après la région parisienne. Elle date de 1860. Nous faisons l'effort avec les 3 départements, avec les 3 métropoles, avec les communautés d'agglo de Cannes, de Grasse, de Menton, etc., de développer une ligne nouvelle, qui ne sera pas une ligne à grande vitesse, mais une ligne nouvelle pour augmenter la capacité à la fois à relier les territoires et à la fois à organiser les trains du quotidien comme colonne vertébrale du système de mobilité. Personne n'a un train qui va de chez lui à son bureau, il y a forcément de l'intermodalité. De la même façon, nous aidons la ligne entre Nice, Breil et Tende, qui dessert des territoires extrêmement peu denses. C'est une quinzaine de milliers d'habitants qui habitent dans le nord du département des Alpes-Maritimes. Nous allons leur consacrer 78 millions d'euros pour rénover la ligne. Parce que nous considérons, on l'a vu au moment de la tempête Alex, que le système ferroviaire est un système plus résilient que les autres. Tiens, voilà un nouveau facteur. Quand on a un aléa climatique, qu'est-ce qui redémarre le plus vite? À condition évidemment d'anticiper. On dépense beaucoup d'argent, comme je vous l'ai dit, 250 millions d'euros là-dessus. Et pour terminer, et puis je vous laisserai poser toutes les questions que vous voulez, évidemment, on s'est donné un certain nombre d'atouts supplémentaires pour pouvoir accompagner ces politiques prioritaires en matière de mobilité pour servir notre plan climat. L'idée qu'a choisie le président Muselier et notre exécutif, elle est assez simple. Nous la partageons d'ailleurs avec les acteurs d'Auvergne-Rhône-Alpes. Nous, on a dit l'organisation des Jeux Olympiques d'hiver en 2030 sont l'occasion pour notre région et pour la région aura liaison entre Veynes et Grenoble, liaison entre Veynes et Valence, sur des réseaux qui sont vieillissants. C'est l'occasion d'accélérer avec l'aide de la communauté nationale, l'aide de budget d'État, pour finalement profiter d'un héritage des Jeux Olympiques. Donc voilà, je voulais simplement vraiment insister sur d'abord l'humilité. Vous savez, les élus, d'abord, vous avez bien compris que je ne me considère pas comme un politique. Moi, je me considère comme un élu. C'est-à-dire, je mets mon temps et mes compétences à représenter l'intérêt général. Je le fais avec beaucoup d'humilité. Parce que pour la première fois, vraisemblablement dans l'histoire de l'humanité, et là c'est presque plus avec ma casquette d'ingénieur qu'avec ma casquette d'élu que je le dis, on est confronté à un choix qui est effroyablement compliqué. Jusqu'à maintenant, nos prédécesseurs, moi j'ai été formé dans les années 80 à la thermique, le sujet c'était la baisse des ressources. Là aujourd'hui, le sujet c'est finalement le changement climatique et le devenir de l'humanité. Voilà. Donc on le fait avec beaucoup d'humilité, on n'est pas sûr d'avoir raison, on est très pragmatique, on se donne beaucoup de rendez-vous de revoyure, et c'est avec cette grande humilité que je dis en tout cas, on n'a pas le choix. Si on ne bouge pas, si on n'avance pas, on n'aura pas en 2030 et en 2050 les résultats espérés. Et attention, si dès 2030, on n'est pas arrivé à faire bouger les aiguilles
des compteurs, et en particulier ceux de la décarbonation, on risque d'avoir une population qui va se démobiliser. Voilà. Donc on a une responsabilité énorme. C'est vrai que décider et agir, ce n'est pas toujours simple, mais avec une seule conviction, c'est que si on continue à prendre trop de temps à décider de ce qu'il faut faire, le temps continue à passer. Merci beaucoup. Sur les TER, dans la région sud, vous avez pris une initiative assez intéressante, c'est que vous avez vraiment ouvert à la concurrence et vous avez donné un lot à un concurrent de la SNCF, Transdev. Est-ce que vous confirmez ce que Jean Coldefy montrait dans sa slide, que ça coûte moins cher quand on ouvre les TER à la concurrence, et pour quelle raison? Parce qu'il y a des lots qui resteront exploités par la SNCF, donc vous êtes aux premières loges pour comparer. Alors, 3 réponses très rapides. D'abord, nous sommes de grands pragmatiques. Donc, quand vous décidez qu'une politique prioritaire, c'est le plan climat qui l'oriente, vous vous interdisez aucun levier. Donc, l'ouverture à la concurrence, ça n'est un. Pour mettre plus d'offres, il faut un choc d'offres. Hein. Après, dans quel sens on le fait, comment on l'articule avec les besoins, mais on a besoin d'un choc d'offres. Donc, premier élément de réponse, on s'est interdit aucun levier. Deuxièmement, on a voulu le faire en premier. On a voulu être les pionniers parce qu'on a toujours considéré qu'on bénéficierait de cette position de pionnier. Voilà. On s'est dit, dans l'ouverture à la concurrence, il y a un effet nouveauté et donc chacun va se lancer. Je parle des concurrents. Donc ça a été le cas. Donc aujourd'hui, ce qu'on peut constater, c'est que, alors il faut évidemment être très prudent là aussi avec les analyses, mais on va plutôt à coût constant pour la région avoir une augmentation dans les proportions d'ailleurs que vous avez indiquées, hein, le 35 versus 22, c'est à peu près ce que nous avons obtenu. On a mis en concurrence un tiers de notre offre. On a environ 14 millions de trains-kilomètres qui sont opérés. On avait mis un tiers. Satisfait de cette première opération, toujours sur ce point d'éclairage, on a lancé l'ouverture à la concurrence sur un 3e lot et on aura un 4e lot l'année prochaine. Dernier point, extrêmement pragmatique, on va maintenant regarder comment les choses vont se passer. 5 ans entre le moment où vous lancez, vous ouvrez un lot à la concurrence et le moment où il est opéré. Donc on va analyser avec nos opérateurs, une filiale de SNCF sur l'étoile de Nice, Transdev, comme vous l'avez dit, sur la ligne des métropoles entre Marseille, Toulon et Nice. On va regarder tout ça à la loupe. Entre-temps, il faut être juste, hein, on a beaucoup investi dans l'ouverture à la concurrence. Nous avons créé pour chacun des lots de nouveaux centres de maintenance. Parce que la régularité, excusez-moi là aussi d'être un peu en désaccord avec vous, le train il a un énorme avantage, c'est que si on y met les moyens, il est régulier. On a aujourd'hui des taux de régularité à 5 minutes qui sont de l'ordre de 90 à 95%. En mettant de nouveaux centres de maintenance, en investissant sur le matériel roulant, on peut être là au-delà de 95%. Avec la difficulté de trafic, et en particulier lorsqu'on arrive dans les conurbations, on a beaucoup de difficultés à avoir la même régularité sur d'autres services. Donc il faut prendre ça aussi en tête. On a dépensé beaucoup sur le matériel roulant et sur les centres de maintenance. Il y a une question de nos auditeurs sur la difficulté de se garer. Vous parliez tout à l'heure d'intermodalité, sur la difficulté de se garer et la question des parkings qui est souvent un angle mort des politiques de mobilité. Est-ce que vous avez pensé à ça d'une manière particulière en région sud ? Avec beaucoup là aussi d'humilité, je pense qu'on travaille tous avec beaucoup de pragmatisme à faire de toutes nos gares, de tous nos arrêts d'autocars, de toutes nos gares routières, des pôles d'échange multimodaux. Et la région sud a évidemment décidé, comme beaucoup, que la voiture avait aussi sa place dans ces pôles d'échange multimodaux. Donc à la question, est-ce qu'un pôle d'échange multimodal prévoit un parking ou pas ? La réponse est oui, on prévoit pour qu'il puisse y avoir du stationnement, de la même façon que nous mettons du stationnement vélo sécurisé, de la même façon, l'intermodalité c'est vraiment un guide. Mais pour répondre, oui, bien évidemment, il y a ce sujet de l'intermodalité et de la place de stationnement dans cette intermodalité. Oui, parce qu'on voit des problèmes. La question évoquait les parkings de gares de petits villages, mais on le voit autour des gares TGV d'Avignon. On voit ces voitures qui descendent presque sur la bretelle d'autoroute. Comment on résout tous ces problèmes ?
Je vais être extrêmement franc avec vous. En voilà un de sujets. Personnellement, moi, je ne me sens pas de dire j'ai la vérité unique. Certains vont vous dire, je l'entends, si vous développez du stationnement, vous favorisez la voiture. Et d'autres vont vous dire, si vous contraignez le stationnement, vous allez favoriser l'utilisation de l'autocar qui vient de la même façon, puisque c'est un pôle d'échange multimodal. C'est pour ça que moi, je prône vraiment cette grande humilité, cette grande modestie. Testons les choses. Personnellement, avec mes collègues en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, on aime bien un peu caractériser nos pôles d'échange multimodaux et faire de la mesure. Voilà. Et encore une fois, chaque territoire est unique, mais c'est sûr, moi je connais très bien la gare TGV d'Aix-en-Provence. La gare TGV d'Aix-en-Provence, elle a été positionnée au milieu de nulle part. Bon. Elle n'a pas du tout la même configuration que la gare TGV d'Avignon, qui est 30 km après, qui est dans la conurbation avignonnaise, avec déjà des liaisons entre la gare de la ville-centre, avec le système d'autocars. Bon. Donc, à chaque cas, finalement, sa propre analyse et ses propres solutions. Mais en tout cas, que les choses soient claires, l'équité territoriale et l'équité des citoyens, vraiment, je veux passer ce dernier message très fort, est essentiel. Ne jamais, selon nous, se positionner sur le plus facile ou même sur le moyen, l'expérience moyenne. Si je prends l'exemple de la place d'autocar, de la place de voiture pour quelqu'un qui vient à la gare, je veux penser, on essaye de mettre tout le monde à moins de 15 minutes d'une gare. Bon. Il y a des gens, on peut faire comme on veut, ce 15 minutes, il se fera avec une voiture personnelle. Pour des tas de raisons, à la fois de liberté, mais également de contraintes. Donc on ne peut pas dire, cette personne-là, on met pas, au titre de la contrainte, pour empêcher les autres de venir sur cette place de stationnement. Donc c'est vrai qu'on a un vrai sujet comportement, sujet de modèle économique, sujet de comportement, mais on aura l'occasion d'y revenir. Il y a une question que je suis obligée de vous poser quand même, c'est celle de la contrainte budgétaire. Jusqu'à maintenant, on était tranquille, il y avait le tout, quoi qu'il en coûte, donc on a pu faire, Elisabeth Borne a même parlé d'un plan à 100 milliards d'euros pour le ferroviaire. On avait l'impression que tout était possible et qu'on allait pouvoir financer tous les investissements nécessaires pour la décarbonation. Là, c'est fini. On sait que les contrats de plan État-région, en tout cas leur volet transport, tels qu'ils ont été prévus, n'auront pas les financements qui étaient promis. Comment vous allez faire au niveau de la région ? Je vais répondre à nouveau en segmentant. D'abord, le quoi qu'il en coûte en investissement, ce n'est pas le quoi qu'il en coûte en fonctionnement. Voilà. Donc quand notre ancienne première ministre parlait de 100 milliards pour les trains, pour moi, ce n'est pas du quoi qu'il en coûte, c'est un choix, c'est une urgence. Personnellement, je l'appelle de mes voeux. Je pense que si notre grand pays veut relever le challenge de la transition écologique, il doit accepter que les transports et les infrastructures, c'est une politique prioritaire. Et ça doit se traduire par des investissements lourds. Après, je coupe également, je segmente en deux. Il y a les politiques prioritaires et il y a les politiques qui le sont moins. C'est le plus difficile en matière politique, de dire ça, c'est avant ça. C'est assez facile au titre du clientélisme de dire toi tu veux ça, tu as ça, toi tu veux ça, tu as ça, et tout le monde est servi. Sauf que l'urgence du changement climatique, l'importance des transports dans la qualité de vie, le développement de notre économie, de nos activités et la transition écologique est majeure. Nous, aujourd'hui, avec le président Muselier, nous avons construit notre débat d'orientation budgétaire et nous préparons notre budget de 2025 qui sera voté au mois de décembre en ayant sanctuarisé les transports. C'est extrêmement douloureux. Ça représente un tiers des dépenses et on dit il faut trouver en gros sur 3 milliards, il va falloir trouver 150 millions au bas mot. Et on dit oui, ces 150 millions, on ne va pas les affecter sur une politique prioritaire. Les lycées, c'est une politique prioritaire. Vous nous voyez en train de fermer un lycée, vous nous voyez en train de dire on arrête une infrastructure. Bon. Donc on assume, et c'est là que je disais les preuves d'amour valent mieux que les déclarations. Regardons les budgets. Si on commence par couper des politiques prioritaires, c'est qu'elles n'étaient pas si prioritaires que ça. Nous, on essaye de tenir notre cap. C'est difficile, il y a peut-être des projets qui seront rallongés, il y aura peut-être des choses qui vont s'étaler un peu plus, mais pour le moment, on tient le cap et on ne fait pas de quoi qu'il en coûte, on fait une urgence et une priorité.
Merci. C'est une question de transition pour Jean-François Monteil, puisque lui, tout le monde veut lui ressembler, tout le monde veut faire des sociétés du Grand Paris ou des sociétés des grands projets, parce qu'il a trouvé le Graal pour financer, enfin sa société, son modèle est une sorte de Graal pour financer des projets très coûteux à très long terme sans qu'ils soient remis en cause. Donc peut-être Jean-François Monteil, vous pouvez nous expliquer le modèle de la Société des Grands Paris, qui est devenue la Société des Grands Projets maintenant, et que beaucoup de métropoles ont envie de copier et d'avoir leur petit Grand Paris Express d'une certaine manière, en tout cas d'avoir les financements assurés de long terme, pérennes, pour cette ambition de transport public. C'est une entrée en matière qui me facilite les choses que d'indiquer que j'ai trouvé le Graal, et je vais essayer de ne pas être déceptif, en tout cas pas trop. Et pour ça, je vais devoir faire un tout petit détour préliminaire en faisant un constat d'autant plus rapide que plein de choses ont été dites sur le fait qu'on a d'ores et déjà dans notre échange pris un certain nombre de bifurcations que je veux quand même souligner. La première, c'est quand on parle de décarboner les mobilités, il y a deux solutions, deux grandes gammes de solutions, soit diminuer les mobilités, soit les continuer, mais en mieux. C'est pas anodin, parce qu'il y a des politiques publiques qui consistent à réduire la possibilité de bouger. Dès qu'on est un peu coercitif, Jean-Pierre Serrus évoquait des systèmes qu'il ne défend pas, évidemment, mais de réduction de la mobilité, ça existe. Il y a des tendances politiques qui préconisent la sobriété dans le déplacement. C'est important de constater que dans notre échange, nous avons pris l'autre branche consistant à dire non, il faut favoriser les mobilités parce que c'est bien que les gens puissent se rencontrer, puissent travailler, Jean l'évoquait, etc. Mais il faut le faire mieux. Donc première bifurcation, on est conscient qu'il faut continuer d'encourager la mobilité, mais en le faisant mieux. C'est important de le dire aussi parce que encourager la mobilité, et c'est un élément en réaction à la présentation toujours aussi stimulante que faisait Jean Coldefy, ça signifie également libérer un potentiel de mobilité qui n'existait pas. Donc quand on va porter un jugement sur les conséquences d'un nouveau service en constatant que finalement il y a toujours autant de nuisances, il reste toujours autant de gens dans les voitures, mais si ça a augmenté le nombre de mobilités, si l'objectif que j'évoquais en commençant est bien de libérer ce potentiel, on a quand même bien agi. Donc quand on va parler de report modal, je vais le faire un tout petit peu plus loin, quand on va parler de report modal, c'est une notion compliquée parce que des fois on constate qu'en proportion, il n'y a pas spécialement de report modal parce qu'on a libéré un potentiel de gens qui auraient bien voulu bouger, mais ne le pouvaient pas parce que ça leur coûtait trop cher en voiture et ça prenait trop longtemps et ils n'avaient pas le mode de transport adapté pour faire le déplacement qu'ils souhaitaient. Donc j'insiste sur cette première bifurcation parce qu'à nos yeux, elle est vraiment importante. Deuxièmement, quand on a pris la branche, on favorise la mobilité, tout ce que vient de développer Jean-Pierre. Quand on a pris cette branche-là, comment est-ce qu'on s'articule entre, là encore, plusieurs options qui sont jamais totalement binaires. C'est jamais individuel contre collectif. C'est jamais propre contre sale. C'est jamais aussi simple que ça. Malgré tout, il y a quand même des branches. J'insiste sur l'une d'entre elles parce que là aussi elle irriguait le propos de Jean. Collectif, malgré tout, contre autre mode de transport. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce qu'il y a une autre dimension, là aussi très sensible, je crois, aux yeux de Jean-Pierre Serrus, qui est la dimension d'aménagement du territoire. Pourquoi c'est important? Parce que quand on parle de transport collectif, notamment de transport collectif guidé, les transports les plus lourds, ceux qui étaient au cœur du propos de Jean, certes, ils présentent des inconvénients s'ils ne sont pas adaptés aux besoins, mais ils ont un avantage, c'est qu'ils favorisent l'aménagement du territoire. Pour une raison simple, c'est que quand vous avez une ligne de chemin de fer, vous n'allez pas la bouger. Donc ça veut dire que votre urbanisation a des chances de s'organiser autour du transport guidé. Ça a l'air de rien, c'est énorme. Parce que dans les objectifs de développement durable, il y a aussi une organisation de l'urbanisation qui est hyper difficile à maîtriser. Tout le monde a envie d'avoir un pavillon, et c'est très bien, avec un grand jardin, et c'est très bien, et toutes les aménités possibles, et c'est très bien. Sauf que ça ne marche plus. Là, pour le coup, il me semble que la sobriété dans l'usage de l'espace exige qu'on ait une réflexion publique sur
l'organisation du territoire et l'aménagement, la mobilité guidée, c'est certes un peu contraignant, mais c'est un bon outil pour aménager le territoire. Je le mentionne parce que, pour sortir un peu des phrases et rentrer dans le concret, quand on essaie de porter une appréciation sur l'économie carbone que produit le Grand Paris Express dont s'occupe la Société des grands projets. Cette économie carbone, quand on la calcule, ça fait l'objet de calculs très compliqués, qui sont toujours contestables, mais enfin, qu'on a fait valider X et X fois. Il y en a 40% qui vient du report modal, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont prendre ce nouveau réseau au lieu d'une voiture diesel. Et il y en a 60% qui viennent de l'aménagement du territoire, c'est-à-dire la densification autour des quartiers de gare, etc. Donc, ça veut dire que, au-delà, Jean disait à juste titre qu'on est aux journées de l'économie, et du coup, moi, je ne vais pas parler d'économie, mais plutôt d'autres éléments qui viennent forcément complexifier le débat. Un, il y a des sujets d'aménagement du territoire. Deux, il y a effectivement des questions sociales, c'est-à-dire que quand vous prenez un transport collectif, c'est vrai que c'est plus confortable que d'être obligé de conduire, de prendre des risques au volant, de ne pas pouvoir faire autre chose, de ne pas pouvoir travailler, etc., et de dépenser beaucoup d'argent accessoirement. Il y a des questions, évidemment, qui sont des questions d'aménagement, je les ai évoquées, et il y a aussi des questions politiques. Je sors un peu de ma réserve, mais n'oublions pas qu'un des derniers grands mouvements politiques de fond ayant traversé la société française, je veux parler évidemment des Gilets jaunes, est parti d'une question d'utilisation ou non d'un mode de transport et d'un sentiment de relégation parce qu'on ne peut utiliser que la voiture, celle-ci est condamnée et on y met des contraintes supplémentaires. Je porte aucun jugement, vous vous en doutez bien. Enfin, si j'en porte, mais par devers moi. Je constate simplement qu'il y a des enjeux politiques qui vont au-delà d'une appréciation de rentabilité socio-économique, aussi importante soit-elle. Alors, du coup, une fois qu'on a dit ça, où est-ce qu'on en est dans l'état des lieux actuels ? Je voudrais déjà commencer par dire qu'est-ce qu'apporte la législation la plus récente sur ces sujets de mobilité, qui est la loi sur les services express régionaux métropolitains du 27 décembre dernier, il y a 6 mois, enfin un peu plus de 6 mois maintenant, 9 mois, la loi dite sur les SERM, et qui met l'accent sur les moyens de faire avancer une catégorie particulière de mobilité, c'est-à-dire celle qui concerne le transport long du quotidien dans les métropoles. Ça vient d'une vidéo que vous avez peut-être vue où Emmanuel Macron promettait les RER métropolitains. Alors, il y a évidemment ça qui a permis d'accélérer le processus législatif, mais je dois souligner que, on le voit d'ailleurs dans nos échanges, la réflexion est très vivace depuis très longtemps. Les collectivités, pour ce qui les concerne, ça fait très longtemps qu'elles se disent « il faut que j'arrive à avancer là-dessus ». On travaille, nous, par exemple, aujourd'hui sur le service express régional métropolitain, le SERM des Hauts-de-France, autour de Lille. Il y a un débat public sur ce qui, à l'époque, s'appelle le réseau express Hauts-de-France, qui date de 2015, et rien n'avance depuis. C'est-à-dire qu'il y a un débat public sur un projet... Au passage, l'histoire du Grand Paris Express, c'est la même. C'est-à-dire qu'en 2010, quand on fait la loi sur le Grand Paris, en fait, c'est une loi qui synthétise d'abord des projets qui existaient déjà en Île-de-France. Il y en avait dans le Val-de-Marne, il y en avait pour la région, il y en avait pour les autres départements. Et ils ne se combinaient pas, y compris d'ailleurs pour des raisons d'enchevêtrement de strates politiques différentes. Et la décision qui est prise en 2010, c'est de dire, 1, on va mettre tout ça ensemble et on va fabriquer un nouveau réseau. 2, on va le faire avec une philosophie différente en faisant un réseau circulaire plutôt que radial, c'est-à-dire faire un périphérique au lieu de faire quelque chose qui se borne à rejoindre la périphérie au centre. Et enfin, on crée un outil pour le fabriquer, qui est la Société du Grand Paris à l'époque. Donc ça veut dire que là aussi, on a, j'évoquais la vivacité ou la vigueur de la réflexion sur le sujet. La loi sur les SERM, elle traduit ça, et je pense qu'elle propose des éléments qui sont un peu innovants et que je veux souligner parce qu'ils répondent au moins en partie à beaucoup des arguments qui ont été évoqués. Première chose, il ne vous aura pas échappé que, même si on a encore du mal à le dire, SERM, ce n'est pas RER. Il y a une différence entre un service et un réseau. Les SERM, c'est un service. Là encore, ça n'a l'air de rien, mais commencez par dire... Quand je veux travailler sur la mobilité, je réfléchis au service et non pas à l'infrastructure. Ça fait qu'on passe, pardonnez la caricature, mais ça va plus vite, d'une vision de pur ingé qui se dit « je vais fabriquer un magnifique pont avec une prouesse technique et une belle infrastructure qui en plus sera
coûtera cher et sera chouette à inaugurer, encore une fois, pardon de la caricature, à quels sont les besoins des gens et quel est le service que je vais apporter. Très concrètement, quand on va travailler pour obtenir, là je ne vais pas trop développer les aspects un peu technico-juridiques, le statut de SERM qui ouvrira la possibilité de faire plein d'autres choses avec, quand on va essayer d'obtenir le statut de SERM dans les différents projets qui existent aujourd'hui, le premier élément du dossier, c'est l'ambition de service. Ça ne va pas être de dire « je veux faire une ligne nouvelle ici », ça va être de dire « ici, à la Roque d'Enterron, je veux qu'il y ait 4 moyens de transport fiables entre 8h et 9h30, parce qu'on a fait l'analyse à partir de travaux du type de ceux qu'évoquait Jean. On a fait l'analyse que c'est là qu'était le besoin, et par ailleurs, il en faudra 4 au retour, parce qu'a priori, les gens qui auront fait l'aller auront envie de faire le retour. Et s'ils n'ont pas le retour à la bonne heure, ils ne feront pas l'aller. Et par ailleurs, il faut, pour que ces 4-là soient utilisés, je vais y revenir parce que c'est, de mon point de vue, le plus important à ce stade de notre échange, pour que ce moyen-là soit utilisé, il faut qu'on puisse aller le prendre, ce moyen, que ça soit un TER, un tram, un transport en commun site propre, un car express, ou ce qu'on voudra, ou du covoiturage, ou autre chose. Pour y arriver, il faut irriguer le pôle d'échange multimodal. Il m'arrive, quand je discute avec métropole et région pour commencer à regarder de quelle manière la SGP peut être utile pour travailler sur ces sujets, il m'arrive de dire aux responsables, pour couronner la réflexion que vous avez déjà commencé d'avoir, et Jean-Pierre Serrus le disait, réfléchissez pas au tracé de votre réseau. Commencez par vous demander où sont les pôles d'échange. Commencez par la réflexion sur les pôles d'échange multimodaux. Parce que le deuxième point de la loi sur les SERM, c'est, après avoir dit c'est un service, c'est pas des infras, c'est de dire c'est multimodal. J'ai plus les termes exacts, mais c'est quelque chose du genre, c'est une offre de service multimodal s'articulant autour d'une armature ferroviaire. Pour diverses raisons, on a considéré qu'il était important d'avoir cette armature, mais vous l'évoquiez aussi. Mais le caractère multimodal, ce n'est pas une invention de la loi, c'est encore une fois une concrétisation de tout un tas de réflexions qui existaient déjà et qui reposent non seulement sur ce en quoi je ne peux que être d'accord avec Jean, le fait que ce qu'il faut faire, ce n'est pas développer des infrastructures pour le plaisir de développer des infrastructures, c'est mettre le bon mode au bon endroit. Il y a des théories qui vous expliquent qu'en dessous de X passagers, c'est forcément du métro, ensuite c'est forcément du TER, ensuite c'est forcément du car express, etc. Je pense qu'il faut être plus fin que ça, il faut l'analyser faut analyser de manière sans doute un peu plus subtile, mais malgré tout, il y a bien évidemment, et c'était dans votre propos, des modes qui sont adaptés à la nature de la demande, etc. Petite parenthèse, adapté à la demande est intéressant, mais je garde toujours en tête ce que je disais en commençant, c'est-à-dire que, bien sûr, qu'il faut répondre à une demande, mais il faut aussi, c'est la politique, avoir un volontarisme consistant à dire là, je vais répondre à une demande qui est en réalité souvent un problème d'embolie des réseaux existants. Mais je vais aussi essayer de créer celle-ci ou de susciter celle-ci dans une modalité qui sera plus favorable à l'aménagement du territoire, à la lutte contre le sentiment de relégation, etc., etc. Donc le volontarisme existe aussi et parfois il se heurte à des analyses de rentabilité socio-économique. Là encore, toute petite parenthèse un peu technico-juridique, mais je suis dans une enceinte académique, donc pas d'inquiétude. Quand vous devez créer un bout d'infrastructure pour faciliter tel ou tel mode de transport, pour pouvoir faire ça, en général, il faut s'approprier des terrains privés, il faut passer par des avantages de puissance publique qui se traduisent juridiquement en déclaration d'utilité publique. Pour démontrer cette utilité publique, il faut avoir démontré la rentabilité socio-économique. Plein de moyens de le faire, c'est jugé, c'est constaté, c'est analysé, etc. Je souligne simplement le fait que ce cheminement-là, sans lequel vous n'allez pas pouvoir développer votre réseau et votre service, y privilégie la réponse à une demande existante. Et il est moins facile de démontrer que vous allez du coup, avec ce nouveau service, obtenir un résultat qui n'existe pas encore, plutôt que de répondre à un problème. Je ferme cette petite parenthèse, mais c'est important parce que ça veut dire que même aujourd'hui, le volontarisme politique, qui est intéressant pour les raisons que j'ai essayé de donner en commençant, peut parfois être bridé par l'organisation du droit. Donc la loi sur les services express régionaux métropolitains, la loi sur les SERM, me semble faire des progrès, à la fois en disant c'est un service,
ce n'est pas des infras, mais pour développer un service, il va bien souvent falloir organiser les infrastructures, j'y reviens dans une seconde. C'est un service, ce n'est pas des infras, et c'est avant tout multimodal. Et la multimodalité, c'est aussi un des éléments, non pas de réponse, mais d'analyse pour alimenter ce que présentait Jean Coldefy. Bien sûr que c'est très problématique d'avoir des trains vides, mais il y a une solution qui consiste à les remplir. Et les remplir, c'est faciliter la possibilité pour les gens d'y accéder. Bien souvent, le train est vide, pour les raisons que vous avez dites. D'ailleurs, je l'ai vécu personnellement, pardon d'être purement anecdotique, mais quand je me suis installé à Bordeaux, il y a une dizaine d'années, j'ai choisi d'aller habiter à 15 km de Bordeaux, dans une commune de la rive droite qui est à 15 km, et ça tombait très bien. À 850 mètres de chez moi, il y avait une petite gare de TER qui me mettait même ma fille qui rentrait au lycée, à 11 minutes du centre de Bordeaux. C'était super. Donc elle rentre au lycée en seconde pour la première fois. Je vais à la gare, pas de train. Il était annulé. Bon, je prends ma voiture à toute vitesse pour faire en sorte qu'elle ne soit pas en retard le premier jour. J'avais quand même le souci de son avenir. Malheureusement, bref, passons. Le lendemain, je fais la même chose. Le train avait une demi-heure de retard. Bon, on n'a plus jamais pris le train. Donc le sujet de la fiabilité du mode de transport est un sujet majeur. Deuxième petite anecdote, en commençant mon travail il y a 4 ans à la SGP, je vais visiter le centre de commande de la ligne 14 à Paris. Pour ceux qui la connaissent, c'est une ligne automatique et super fiable. C'était intéressant, on sortait du Covid. J'interroge la personne qui était en charge de l'exploitation de cette ligne et qui m'explique que c'est la première ligne qui retrouve, voire dépasse, ces niveaux de fréquentation pré-Covid, et surtout le fait en dehors des horaires de travail. C'est-à-dire qu'on voyait l'illustration du fait que fiabilité et nouveaux modes et nouvelles raisons de se déplacer se conjuguaient pour plébisciter un mode de transport dont la première caractéristique était le confort et la fiabilité. Donc ça, c'est un point important. Je termine, je suis un peu long, avec la place que peut jouer la société Grand Projet, mais je vais aller très vite là-dessus. Alors, justement, Jean-François, il y a une question d'Éric qui demande pourquoi c'est une société privée qui s'occupe des grands projets et pas l'État. Donc, la réponse est simple. La SGP est un établissement public, industriel et commercial. C'est l'État. Si l'État, c'est moi. Je ne pouvais pas dire autre chose. Pardon, je m'égare. Non, c'est un établissement public qui dispose d'ailleurs de prérogatives de puissance publique, il ne faut pas que je me laisse aller, et qui sont indispensables pour mener ce genre de choses. Je parlais par exemple des expropriations. Oui, c'est des choses très compliquées. Je vais peut-être terminer par là, parce que sinon je vais aller trop loin, puis je vais encore dire un peu n'importe quoi. On voit que ce n'est pas simple de concevoir le service de transport qui va conduire au choc d'offres. Jean-Pierre Serrus évoquait le choc d'offres, c'est évidemment une notion importante. L'objectif de tout ça, c'est de faire en sorte que, effectivement, les modes de transport soient remplis, que les gens prennent les trains si c'est des trains, qu'ils prennent les cars si c'est des cars, et que tant qu'à faire, ils abandonnent leur voiture pour les raisons susdites. Alors pas forcément la voiture électrique, mais on pourrait revenir sur les inconvénients autres qu'environnementaux des modes de transport individuels. J'ai évoqué l'avantage du collectif pour l'aménagement du territoire. Il y a aussi beaucoup d'autres éléments en termes de consommation d'espace. Enfin, il y a plein d'éléments qui peuvent justifier qu'on privilégie le transport collectif. J'en citerai juste un, parce que j'ai toujours plaisir à le citer. Et je pense dans une société qui a tendance à vivre au quotidien les ravages de l'individualisme, privilégier un mode collectif est en soi une bonne idée. Je ferme cette petite parenthèse très personnelle. Donc juste, quand on a fini de concevoir le bon service, qu'on a commencé de réfléchir à sa gouvernance avec les élus, c'est de la politique et c'est très bien. Il faut que les visions politiques des différentes strates de collectivités se confrontent pour qu'on arrive à combiner ces légitimités pour avoir une bonne offre de service. Quand on a réfléchi, du coup je n'ai pas répondu à votre question sur le financement, au mode de financement, mais je vais y venir, le plus dur commence. Parce qu'ensuite, il faut bien se dire que techniquement, c'est toujours compliqué. Administrativement, c'est cauchemardesque. Juridiquement, c'est monstrueux. Financièrement, c'est atroce. Bref, il y a besoin de la SGP. Et donc la SGP a un système de financement bien particulier, c'est-à-dire qu'elle a un impôt affecté qui lui permet d'emprunter à très long terme sur les marchés financiers et de s'assurer la ressource qui ne sera pas remise en cause chaque année par le budget ou par les coupes budgétaires pour faire ça.
Et est-ce que c'est cette ingénierie que vous allez apporter aux métropoles pour mettre en place des termes comme Paris a pu le mettre en place, ou l'Île-de-France a pu mettre en place ce Grand Paris Express? Oui, alors évidemment, ce n'est pas une martingale. Et est-ce que ça veut dire qu'il y aura des impôts à la clé pour mettre en place ces services express régionaux métropolitains? La réponse est simple. Oui, bien sûr. Bien sûr. C'est une politique publique qui nécessite des investissements publics et qui va donc, à terme, se traduire par soit des réorientations, soit des augmentations de nature fiscale. Pourquoi le modèle SGP est intéressant? C'est pour des raisons, cette fois, très opérationnelles. Quand on conduit un projet de ce type, le Grand Paris Express, notre appartement témoin, comme on dit parfois, c'est un appartement à 36,1 milliards d'euros qui se fait sur une quinzaine d'années, si je prends juste les phases de travaux. Si on doit chaque année demander le budget pour le faire, si on doit à chaque fois qu'on a un aléa de chantier, et il y en a 100 par jour, aller voir les autorités budgétaires pour leur dire « Ouh là là, j'ai un problème à 17 millions d'euros, est-ce que vous pourriez rajouter au pot ?» Ça ne marche pas. Ça marche pas, ne serait-ce que parce que juridiquement, il faut que l'autorité organisatrice, le financeur réunisse son assemblée délibérante. Si c'est l'État, il faut qu'il y ait une autre finance rectificative. Enfin bon, ça ne peut pas marcher. Du coup, vous perdez du temps, vous perdez de l'argent et vous perdez le fil de votre organisation. Donc le modèle de la SGP, c'est on a une fraction de ressources de nature fiscale qui nous est affectée chaque année avec une durée qui n'est pas précisée, sur la base de laquelle nous empruntons sur les marchés. Je signale d'ailleurs, c'est intéressant aussi à savoir, on décarbone aussi ce financement. C'est-à-dire que la dette de la SGP, c'est des green bonds, de la dette verte qu'on émet sur les marchés internationaux, très prisée par tous les investisseurs qui ont envie d'investir dans quelque chose qui est positif du point de vue environnemental. Et grâce à ces emprunts, on a en quelque sorte, ce n'est pas le bon terme, une forme de trésorerie qui nous permet de conduire le projet sur le plan opérationnel. Comment est-ce que ça se passerait? Ça se passera, j'espère. Pour les services express régionaux métropolitains, nous on dit, si c'est la SGP, on ne sait pas travailler autrement, on ne veut pas travailler sur une base budgétaire, en tout cas dès qu'on commence à aborder des moments où la masse des travaux, si ça existe, mais je n'ai pas encore évoqué de chiffres, la masse des travaux exige un effort annuel supérieur à la capacité budgétaire annuelle des financeurs. Il faut qu'on soit capable de passer les bosses de financement. On a l'habitude de dire que sur le Grand Paris Express, si on n'avait pas emprunté, ce qu'on va avoir fait en 12 ou 15 ans, on l'aurait fait en 70 en prenant l'effort budgétaire annuel possible pour les financeurs. Est-ce qu'on n'a pas un risque, et on l'a vu d'une certaine manière avec le Grand Paris Express, est-ce qu'on n'a pas un risque quand on facilite les transports vers la métropole d'aider encore plus cette métropole à grossir au détriment du reste du territoire? Jean-Claude Défi, vous voulez peut-être répondre? Je crois qu'il faut sortir de ça, cette notion que, par exemple, sur Lyon-Saint-Étienne, Saint-Étienne est une métropole qui a connu des grandes périodes de difficultés. Ce n'est pas parce que Lyon a connu une croissance que Saint-Étienne a connu une décroissance. Si vous voulez, Manu France est parti de France, tout simplement. Voilà, on a des territoires qui ont été en déprise industrielle forte. Et cette notion, parce qu'en fait on est malthusien en France, c'est-à-dire que ce que l'un gagne, forcément l'autre le perd. Mais c'est complètement faux, c'est une conception complètement erronée du développement territorial. Et donc les locomotives économiques de ce pays et dans le monde, ce sont les grandes villes. Si vous les affaiblissez, vous affaiblissez tout le monde. C'est comme si dans une équipe de foot, et je vois qu'il y a pas mal de jeunes, c'est pas normal que Kylian Mbappé soit trop fort. On va essayer de lui mettre un peu de plomb, de le lester un peu pour qu'il court moins vite. Ben non, ça n'a jamais fait avancer l'équipe. Donc, si vous voulez, je pense qu'il faut vraiment avoir ça en tête. Des territoires fonctionnent bien lorsqu'ils sont arrimés et connectés correctement à des métropoles qui sont des vraies dynamiques économiques. Regardez le poids de l'Île-de-France en termes de PIB. C'est juste énorme, énorme en France. Et Paris n'a pas affaibli les autres métropoles. Et quand vous regardez par contre le revenu disponible par habitant en Île-de-France, il est à peine au-dessus de la moyenne française. Ça veut dire qu'il y a une énorme redistribution. Donc c'est parce qu'on a des territoires performants qu'on peut aussi financer un modèle social, qu'on peut aussi redistribuer. Donc le vrai sujet, c'est la connectivité entre des locomotives et les autres territoires. Et c'est ça qu'il faut absolument assurer. Je vous en prie.
je voudrais dire que la mobilité aussi, c'est pas tout. C'est beaucoup, mais c'est pas tout. Les schémas régionaux d'aménagement et de développement durable, les fameuses SRADET, tout ça est assez technocratique, mais profondément démocratique et profondément important. Développer un territoire, c'est pas simplement on a mis une gare et puis tout va se passer. Il y a des schémas régionaux, il y a les schémas de cohérence à l'intérieur des territoires, il y a les plans locaux d'urbanisme. Et aujourd'hui, on essaye de trouver un équilibre. Ce n'est pas la mobilité qui fait le reste, et la mobilité n'est pas à la traîne de ces schémas. Tout ça se conduit de concert, et vraiment un beau projet aujourd'hui, projet de métropole, c'est un projet qui est concerté. Il ne faut pas imaginer qu'une décision aussi centralisée que ça aurait des effets. Il n'y a pas eu de grand soir des SERM, des services express régionaux métropolitains. Cette loi, pourquoi aujourd'hui elle est appréciée? Parce qu'elle est assez naturelle. On le disait pratiquement avec des mots différents. Ça fait 20 ans qu'on essaye, jour après jour, d'améliorer l'intermodalité, d'améliorer la colonne vertébrale sans déséquilibrer ce qui l'innerve. Donc voilà, je voudrais mettre un petit peu de modération là-dessus. Quand on développe un système de transport, généralement, on s'appuie sur des schémas qui en avaient appelé le développement. On est sur de la cohérence. Alors, il y a une question un petit peu malicieuse d'un de nos auditeurs qui me demande de vous demander si vous seriez prêt à vous passer de votre voiture, puisque c'est vrai qu'il y a un moment qu'on privilégie le transport public et qu'on parle beaucoup du transport public pour la décarbonation. Et donc, est-ce qu'on est prêt à abandonner sa voiture? Donc, à Paris, c'est facile, moi, j'en ai pas, mais j'ai aucun mérite. Alors, c'est pas une question de mérite. À Paris, c'est le meilleur système de transport en commun au monde. Au monde. Et à Paris, les 2/3 des ménages n'ont pas de voiture. Pas parce qu'ils sont effectivement plus vertueux, parce que simplement c'est plus pratique de ne pas avoir de voiture et que vous pouvez avoir une mobilité très importante en dehors de votre voiture. Sur Lyon, Villeurbanne, j'illustre ça, vous avez 25% seulement des kilomètres réalisés sur Lyon-Villeurbanne qui se font en voiture, 50% en transport en commun, parce qu'il y a un très bon réseau de transport en commun grâce au Citral à Lyon. Mais dès que vous passez le périphérique, vous êtes à 80% des kilomètres parcourus qui se font en voiture. J'allais dire comme en Ardèche. Donc c'est juste pour vous illustrer qu'on a fait l'effort dans le centre-ville. Une fois de plus, c'est 15% de la population française qui habite dans le cœur des grandes villes et qui font déjà peu de kilomètres. Ça a marché, mais le vrai sujet, c'est comment je connecte la banlieue au sein de la banlieue, c'est l'objet du Grand Paris Express d'ailleurs, la banlieue avec le centre et surtout le périurbain. Le périurbain, c'est 40% de la population française. Je crois que c'est vraiment ça qu'il faut avoir en tête. On a la moitié des Français qui n'habitent pas en ville, mais qui y bossent. Et il n'y a pas que le travail en ville. Il y a les loisirs, il y a les matchs de foot, il y a les restaurants, il y a des cinémas, enfin tout ce que vous voulez. Donc il faut une taille critique pour que tout ça vive. Donc ça se passe en ville. Donc vraiment le sujet, c'est de connecter tout ça. Donc je crois qu'il faut sortir des notions. On a vraiment une équation carbone, équité territoriale, qui n'est pas l'égalité. Esther Duflo, elle le dit très bien, pour rebondir sur ce que disait Jean-François Montel. Elle dit, si vous voulez égaliser les conditions économiques entre les différents territoires, il faut augmenter la mobilité. Voilà. Et c'est juste une évidence. Esther Duflo, elle est présente aux Journées de l'économie, prix Nobel d'économie. Il va falloir augmenter la mobilité pour un certain nombre de personnes. Trouver un travail qui n'est pas à côté de chez soi, c'est déjà trouver un travail. Vous voyez. Donc pouvoir se rendre à un entretien d'embauche quand on n'a pas de voiture. Voilà. Donc ce que je veux simplement dire, c'est qu'aujourd'hui, on a un déficit d'offres qui est énorme. Pour moi, ce n'est pas d'abord aujourd'hui une question de comportement, il faudra en parler, mais c'est d'abord un déficit d'offres. Et on passera de la voiture au transport en commun quand on aura des transports en commun depuis le périurbain et la banlieue qui soient fiables. Donc ça part à l'heure, ça arrive à l'heure, et c'est suffisamment fréquent pour s'adapter au rythme de vie, parce que la mobilité, c'est effectivement essentiel à une société. Si vous voulez détruire une société, vous détruisez la mobilité. C'est pour ça que je suis fondamentalement anti des politiques malthusiennes qui visent à dire il faut se déplacer moins. Au quotidien, ce n'est pas possible. Oui, entièrement d'accord, évidemment. Et je veux insister sur ce point qui me paraît très important. Ce dont on est en train de parler, ça n'est pas de la mobilité décarbonée à l'intérieur du cœur des métropoles.
Tressons-nous aussi collectivement en France des louanges. Les collectivités ont fait ce boulot. Les métropoles ont, pas réglé le problème, ce serait exagéré de le dire, mais développé des trams, développé des métros, développé du transport en commun en site propre. Ce qui se passe à l'intérieur des métropoles, c'est bien. Et la France est plutôt bien placée là-dessus. Les transports sont utilisés. On peut faire du vélo, il y a des pistes cyclables, il y a plein de trucs à améliorer, mais ça marche. Ce dont nous sommes en train de parler, c'est d'un sujet dont je soulignais tout à l'heure le caractère extraordinairement politique. C'est effectivement le lien entre le cœur de la richesse et la périphérie. Donc il y a une vraie question de travail sur les zones reléguées. C'est pour ça que c'est un sujet puissamment politique et qui est aussi très intéressant à ce titre-là. Nous avons une question sur... Pardon, je vous en prie. Je la trouve centrale. Donc je vais répondre à titre personnel. J'ai habité Paris, j'ai habité Rome, je n'avais pas de voiture. J'habite aujourd'hui la Roque d'Enterron, j'ai une voiture. Mais j'ai une voiture que je n'utilise pas dans le village parce que j'utilise mon vélo dans le village. Donc c'est une question d'intermodalité. Mais la question elle est centrale. Lorsqu'il y a une alternative, est-ce qu'on est prêt à faire le choix vertueux de la voiture? Et je veux rajouter une chose. Il va falloir faciliter cette intermodalité. Le système de réservation, le système d'information. Moi, depuis la Roque d'Enterron, pour aller à Aix-en-Provence, il y a 25 km, il faut que je sois aidé, qu'on me dise, avant de prendre ta voiture, il y a un autocar qui part dans 5 minutes, et il va mettre une demi-heure, il coûte 2 €. Ta voiture, tu vas mettre 42 minutes. Il faut qu'on ait cette aide à la décision. Mais cette question, elle est essentielle parce que le comportement, aujourd'hui, il est vraisemblablement pas encore assez avancé pour ce choix, et il va falloir accompagner ce choix. On a beaucoup de questions du public, notamment une question sur la gratuité, avec d'un côté l'avantage qu'elle améliore la fréquentation dans les transports, mais de l'autre qu'elle ne permet pas de financer les infrastructures dans lesquelles il faut investir. Est-ce que cette politique sociale n'est pas schizophrène, nous demande notre auditeur. Alors, une fois de plus, en France, on confond l'objectif et les moyens. L'objectif, c'est quoi? Est-ce que c'est d'augmenter la fréquentation des transports publics? Alors, je vais vous dire un truc. Vous rendez l'énergie et l'eau gratuite, vous allez voir, la consommation d'eau et d'énergie va augmenter. Je ne suis pas sûr que ça soit très vertueux. Et en fait, quand vous rendez les transports publics gratuits, vous augmentez les transports publics, puisqu'en fait, vous remettez essentiellement les piétons et les cyclistes dans les transports publics. Par contre, le vrai sujet, ce n'est pas de faire augmenter la fréquentation des transports publics, c'est de faire diminuer l'usage de la voiture. C'est ça le vrai critère. Donc moi, je serais assez pour que dans les villes qui font effectivement du transport public, qu'on suive un seul indicateur, c'est ce que fait d'ailleurs l'Autriche, hein, très bien, vous regardez l'usage de la voiture. Et la réponse est que l'impact est souvent assez nul. Je vais prendre le cas de Montpellier. Donc on a la gratuité qui a été mise en place à Montpellier, que pour les Montpelliérains, donc pas pour ceux qui viennent de l'extérieur, alors que sur la carte que je vous ai montrée, on voit c'est la ville qui a sans doute un déficit d'offres de transport public entre le périurbain et la métropole le plus important. On a un rapport de 1 à 10 pratiquement. Et donc on perd 40 millions de recettes par an qu'on pourrait investir dans les SERM, dans de l'offre supplémentaire. Donc si vous voulez, c'est dans le temps dans lequel on est, qui est celui de la décarbonation. Alors ça, c'est pas facile à entendre, hein, mais il y a un économiste lyonnais auquel il faut rendre hommage, qui s'appelait François Pérou, qui disait cette chose simple: on ne peut pas augmenter l'investissement et la consommation en même temps. Dans le temps dans lequel on est, il va falloir changer nos véhicules, il va falloir investir dans les transports publics, il va falloir isoler ses maisons, il va falloir changer ses chaudières. Ça s'appelle de l'investissement. Ben, désolé, tout ça, ça ne partira pas en consommation. C'est juste un principe de réalité. Voilà. Et tous ceux qui gèrent un ménage et un budget savent que quand je change la voiture ou si j'achète une voiture électrique, ça coûte un peu plus cher, peut-être que je me restreindrai dans la consommation courante, évidemment. Et donc, ça, c'est un message qui m'apparaît important de faire passer. Des gens souffrent en France, mais les gens ne souffrent pas en France. On est un pays riche. Il faut regarder, effectivement, il faut s'attacher vraiment ce qu'on appelle au premier décile, les 20% de gens qui sont en situation les plus difficiles. Donc, pour cela, il faut faire une tarification solidaire, ce que font très bien des villes. Un paquet de villes font ça. Hein. Je vais prendre celle que je trouve qui a été poussée le bouchon le plus loin, c'est Valenciennes, puisqu'ils vont jusqu'au SMIC. Okay. Et pour les autres, il faut faire payer.
Donc en fait, quand vous faites la gratuité, vous faites un cadeau aux riches. Je vais prendre le cas Strasbourg. La tarification mensuelle pour tout le monde, c'est 56 € et solidaire, c'est 5,6 €. Donc quand vous faites la gratuité à Strasbourg, vous donnez 5,6 € aux plus pauvres et 56 € à tout le reste. Elle est où la justice? C'est la différence entre l'égalité et l'équité. Jean-François Monteil? Presque pour dire la même chose, mais d'une autre manière, la gratuité, ça n'existe pas. C'est le choix de celui qui va payer. Quand vous faites la gratuité, vous choisissez de le faire payer par le contribuable et pas par l'usager. En général, on a toujours les deux, mais voilà, je ne reprends pas ce que disait Jean. Effectivement, vous faites payer pour un nombre qui n'est pas infini de gens qui vont en profiter par l'ensemble de la population. Donc, je pense que le terme de gratuité est un peu trompeur. Question pour la SGP. Est-ce que vous avez évalué, comme vous avez travaillé déjà sur beaucoup de SERM, le coût global de ces projets et sur ceux sur lesquels vous travaillez et sur le Grand Paris, est-ce que vous avez prévu des évaluations ex post de l'effet de ces transports? Je vais vite sur la deuxième question. Oui, bien sûr, c'est très important de faire de l'évaluation ex post. On a un conseil scientifique à la Société des grands projets qui commence à travailler sur ça. On est en train de commencer à mettre en service les premiers tronçons de ligne. Sur la question du coût, moi, pour les SERM, cette fois, j'ai coutume de dire que si on veut tuer un projet, commençons par dire combien il risque de coûter. Donc, je ne vais pas aller forcément très vite, très loin sur cette question-là. On a évidemment des évaluations. Il y en a qui ont été faites, par exemple, par le Conseil d'orientation des infrastructures. Il y en a qui ont été faites par la SNCF dans un rapport très intéressant sur les étoiles ferroviaires. On a des idées du besoin d'investissement. Après tout, les 100 milliards qu'évoquait Jean-Pierre Cérus, qui avaient été annoncés par la précédente Première ministre sur le ferroviaire, avaient au moins pour intérêt de montrer un volume pouvant être nécessaire pour améliorer, régénérer le réseau d'infrastructures existantes. Je pense que c'est dangereux ensuite de rentrer dans une réflexion sur les coûts. Je dis simplement, il a été considéré, dans un cas très particulier, ça a été souligné, qui est celui de l'Île-de-France, qu'il était légitime de faire un investissement à 36 milliards d'euros en euros 2012. On arrivera à 45 à la fin des fins, en comptant 36 milliards d'euros pour une agglomération et une région qui est certes importante, des millions d'habitants, etc. Enfin, si vous faites la règle de 3 avec les grandes métropoles qui souffrent également d'embolie ou de sujets comme ça, ben, c'est un facteur multiplicateur qui peut aller jusqu'à 2, 3 ou 4 en termes de population. Le raisonnement est spécieux, évidemment, parce que ce n'est pas comme ça qu'il faut l'apprécier. Mais ça peut donner une idée de ce que serait un montant comment dirais-je, comparable à ce qui a été fait en Île-de-France, même si, encore une fois, ce n'est pas la bonne idée. Je rajoute juste une chose, c'est que tout le travail préliminaire dans lequel nous commençons à avancer avec les collectivités qui ont choisi déjà de faire appel à la SGP dans la phase de préfiguration des SERM consiste aussi à chercher, ce qu'expliquait Jean-Claude Défi, si on est bien toujours sur des propositions où c'est le bon mode au bon endroit. Et en général, quand on commence à travailler là-dessus, on fait le constat que bah oui, peut-être qu'ici, une nouvelle ligne de chemin de fer, c'est un investissement qui est quand même très coûteux avant d'être certain qu'il y aura l'affluence qui le justifie, on y mettra les moyens, etc. etc. Donc voilà, cette réflexion a plutôt pour but de faire baisser le coût global. Et je ne reviens pas sur ce que disait Jean-Pierre Cérus, à savoir le fait qu'il faut intégrer à cette réflexion de coût non seulement l'investissement, mais bien évidemment le fonctionnement. Jean-Pierre Cérus, deux petites questions avec des réponses, enfin deux grandes questions avec des réponses courtes, s'il vous plaît, parce qu'on arrive. Il ne nous reste plus que quelques minutes. La première, c'est sur la concurrence. On a un auditeur qui nous demande si ça ne rajoute pas de la complexité d'avoir plus d'opérateurs. Et la deuxième, c'est sur cette discussion, cette petite musique qu'on entend dans les discussions budgétaires. Il pourrait y avoir une augmentation du versement mobilité, l'ancien versement transport que payent les entreprises pour financer tous les transports. Est-ce que s'il est déplafonné et si les régions peuvent en avoir une partie, vous l'utiliserez dans la région sud? Première question, il n'y a absolument aucune complexité supplémentaire à avoir plusieurs opérateurs. On a un opérateur historique qui travaille très bien, on a des opérateurs qui se présentent aujourd'hui. Le tout, c'est d'équiper les services de la région de moyens pour pouvoir suivre ces opérateurs. Enfin voilà, on s'est doté de tout ça et c'est pas un problème. Bon, la deuxième question, elle mérite évidemment un vrai débat à l'intérieur de chacun de nos territoires. Moi, en tant que membre du GART, je l'expliquais ce midi, nous avons pris la position de dire il faut
donner la possibilité de le faire, ne pas se l'interdire. Après, c'est à chaque exécutif politique de prendre cette décision. Moi, je ne suis pas aujourd'hui, par pragmatisme et surtout par volonté de concertation, les entreprises déjà contribuent beaucoup. Voilà, il faut savoir. Je donne un exemple. Les petites entreprises d'un petit territoire où la région est autorité organisatrice par substitution, le potentiel de perception par un versement de transport, il est assez minime. Est-ce qu'au titre de l'équité, bon, donc vous voyez, c'est un vrai débat. Par contre, avoir donné cette possibilité à la région parisienne et ne pas le donner aux autres régions peut apparaître comme assez inéquitable. Il faut laisser finalement aux acteurs politiques le choix de se concerter, de concerter avec la population, avec les acteurs économiques et de décider. Merci. Jean Coldefy, 2 questions de nos auditeurs. Une qui demande pourquoi vous utilisez des chiffres de 2019 alors que les chiffres de l'ART de 2024 montrent qu'il y a un taux d'occupation des TER de 38% au-delà de 100 km et de 27% au-delà en dessous de 100 km, et qui pose une question sur les bus. Vous défendez beaucoup le modèle du bus et vos liens avec Transdev. Alors, l'ART a publié en 2024 des chiffres provisoires sur 2023 en distinguant les TER de proximité des TER intercités. Donc le taux d'occupation des TER de proximité, qui sont ceux dont on parle aujourd'hui, il est inférieur à celui que j'ai donné, effectivement, comme le souligne cet auditeur. Il est de 27% contre 29%, donc la situation serait encore pire. J'attends d'avoir les chiffres définitifs sur l'année 2023 de l'ART, puisque effectivement, entre 2019 et 2023, il s'est passé quelque chose qui s'appelle le Covid, qui a durablement perturbé le fonctionnement des transports publics en fréquentation, et je mettrai à jour effectivement un certain nombre d'études et de chiffres quand on aura une situation stabilisée sur des bases fiables. Donc j'attends les chiffres définitifs de l'ART et des comptes transport de la nation, c'est-à-dire de l'INSEE, qui ne sont pas encore publiés. On les attend tous avec impatience. Mais néanmoins, on a tendance à dire aujourd'hui qu'on est revenu au niveau de 2019, et je vois qu'effectivement, pour la première fois, la RT fait un distinguo entre les TER intercités, parce qu'il y en a un certain nombre, et les TER du quotidien. Les TER intercités sont plutôt bien remplis, et les TER du quotidien sont à 27%, donc ce qui est inférieur à 29%. L'ART, c'est l'autorité de régulation des transports, j'aurais dû préciser. Oui, excusez-moi, l'autorité de régulation des transports, qui est l'organe de régulation. Je voudrais juste rebondir sur la concurrence. Ce qu'il faut quand même avoir en tête, c'est que pour le même budget, la région Sud déploie 2 à 3 fois plus de trains qu'avant. Donc la concurrence est très bonne pour le climat, puisqu'en fait, elle fait baisser les coûts. Il y a beaucoup de jeunes dans la salle. Vous avez tous un téléphone portable. Avant que France Télécom, qui maintenant s'appelle Orange, soit mis en concurrence, un forfait data, ça coûtait 60 à 70 euros par mois. Par mois. Vous voyez, aujourd'hui, vous en trouvez à 10 à 15. Donc, vous voyez, c'est ça l'intérêt de la concurrence, c'est que ça évite qu'un acteur monopolistique impose ses prix au reste de la collectivité. Voilà. Je pense que sur la question du car, comme j'ai essayé de l'expliquer, et je suis plutôt en accord avec mon voisin de droite, il ne faut pas opposer les modes. Je le répète. D'ailleurs, la région Sud, vous l'avez très bien dit, 35 millions, je crois, de voyageurs en train et 20 millions en car. Donc on est sur un mix que je trouve d'ailleurs assez exceptionnel, qui à mon avis est assez unique en France, de ce point de vue-là. Donc on a vraiment un mix, et je crois qu'il faut vraiment travailler ce mix-là pour le modèle économique. Donc je reviens à ma troisième exigence, qui est quand même l'efficacité, l'efficience. On n'est pas obligé d'être inefficace. Il faut absolument, dans une période de contraintes budgétaires, qu'on utilise le bon mode au bon endroit. Ça veut dire que parfois, ça sera du train, notamment vers les grandes agglos, parce qu'il faut assurer de la capacité. Et parfois, ça sera du car ailleurs. Il ne faut pas se l'interdire. Et du car plus fréquent, 4 fois plus fréquent, ça coûte 2,5 fois moins cher. Donc, tout simplement, et les gens, je le répète, plus de 70% des Français préfèrent cette solution. Pas 51%, plus de 70%. Donc, il faut revoir nos paradigmes qui sont issus peut-être d'un passé fantasmé, où il y avait du train partout, mais qui est en fait propagé par une minorité. Les Français, ils veulent des transports pour aller de A à B qui soient fréquents et fiables, comme vous l'avez très bien souligné.
En guise de conclusion, je vous soumets cette réflexion d'un de nos auditeurs. Vous direz très rapidement si vous êtes d'accord avec lui ou pas. Il nous dit, si une grande partie des financements ne décarbonent qu'une petite fraction des émissions, est-ce qu'il n'y a pas une partie importante de nos émissions qui est en fait incompressible et donc qui expliquerait pourquoi ces émissions des transports sont beaucoup plus difficiles à décarboner que celles de l'industrie ou de l'énergie? La mobilité, Jean-François Motel l'a très bien dit en fait. On a deux solutions. Soit on réduit la mobilité pour des questions d'équité sociale, ça me paraît tout simplement impossible, en tout cas au quotidien, sinon vous abîmez la société et vous renforcez les clivages, soit vous verdissez la manière dont vous vous déplacez. Donc ça passe soit par des moteurs électriques, et la voiture en ville, c'est un problème pour des questions d'occupation d'espace public, et il faudra aussi plus de transport public pour préserver l'accès et le fonctionnement des villes. Jean-Pierre Serreux, c'est incompressible? Moi, devant une assistance où il y a beaucoup de jeunes, je suis obligé de dire qu'ils vont avoir un énorme challenge à soulever, parce qu'en 2024, moi, avec beaucoup d'humilité, je n'ai pas la réponse. Voyons ce que nous mettons en place aujourd'hui, critiquons-le, voyons comment il faut corriger, puis voyons comment évolue également le système climatologique. On est en train de parler, en 2024, d'une trajectoire qui aujourd'hui va nous mener à plus 4 degrés en 2100. Alors il y a ici des jeunes qui ont moins de 30 ans. Moi j'en ai 64. Très franchement, on va passer le relais. La seule chose, c'est qu'on aura essayé, ces 10 dernières années en tout cas, moi je l'ai complètement vécu, de changer. Le pivot a été fait. Et des choses qui étaient incompressibles, aujourd'hui, sont devenues compressibles. Il y a de plus en plus d'utilisation du vélo. Regardez à Lyon le nombre de personnes qui utilisent le vélo. Il y a 20 ans, on aurait dit qu'il va y avoir autant de cyclistes à Lyon, on serait passé pour des zinzins. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'utilisateurs de nos services publics. Moi, j'ai une augmentation de 10% d'une année sur l'autre. Donc voilà, je ne peux pas dire c'est incompressible ou pas incompressible. Je pense que nous avons collectivement l'intelligence collective de nous arrêter régulièrement et de prendre les décisions, mais elles ne vont pas être simples. Très franchement, cette augmentation de la température moyenne à la fin du siècle de 4 degrés va nous amener à prendre des décisions très responsables année après année. Merci à tous les trois. Je crois que c'était passionnant. Merci beaucoup.